un cycle et j'avais depuis un petit moment envie de me lancer dans autre chose. Et alors les histoires plus semi-réalistes, ça me tentait bien et ça m'effrayait un petit peu à la fois parce que j'avais peur que les premiers essais en ce sens-là soient assez décevants à mes yeux et que ça me décourage. Donc je reportais ça toujours un petit peu à plus tard. Sauf là, au moment où voilà, Zarla s'est arrêté, c'était le moment où jamais j'ai franchi ce pas à ce moment-là. Et alors après, est-ce que j'ai dû beaucoup travailler? Oui, bien sûr. Mais je suis allé dans une direction graphique très inspirée, moi, des auteurs de comics américains, mais alors plutôt des années 40, 50, 60. Donc on peut citer Milton Caniff, Will Eisner, Alex Stott. C'est une branche de dessin réaliste qui, depuis que je suis tout gamin, me fascine, m'impressionne. Et voilà, ça me titillait de me lancer là-dedans. Donc voilà, j'ai franchi le cap, j'ai fait du mieux que je pouvais dans cette veine-là. Et il se trouve que autour de moi, même le scénariste, mon éditeur, tout le monde, dès les premières pages, m'a encouragé à effectivement persister dans cette veine-là parce qu'il trouvait que mon dessin gagnait énormément en maturité, en impact graphique. Voilà. Donc ça m'a rassuré et ça m'a encouragé à, à me libérer et à tenter de nouvelles choses dans cet esprit-là. J'ai pas vraiment essayé d'avoir un regard d'historien sur les États-Unis de cette période-là. Moi, ce que je voulais, c'est que l'ambiance, ce qui se dégage des images, fasse que le lecteur y croit. Après, je sais pas, moi, New York, si ça ressemblait vraiment à ça dans les années 40, il y a peut-être des bâtiments que j'ai dessinés qui n'étaient pas là, ou inversement. Mais voilà, j'ai fait en sorte que l'ambiance générale fasse 1940. Et ça, je pense que personne n'a été choqué pour l'instant. Et ensuite, oui, après, on a toute une liberté au niveau de tout ce qui est technologique. Où là, effectivement, on peut... on est resté assez fidèle à la vision de science-fiction des années 30-40. C'est-à-dire que quand moi je fais un engin, j'essaie de faire en sorte qu'il corresponde à ce qu'on imaginait être les engins du futur à cette période-là. Alors les premières planches ont été faites à un moment où je n'étais jamais allé moi-même à New York. Donc j'avais une vision de New York qui correspondait à celle que les Américains véhiculent à travers leurs films, leurs séries télé. Et c'était, je m'en suis rendu compte après en y allant, c'était une vision qui ne correspondait pas tout à fait au New York qu'on a découvert Richard et moi quand on a décidé de s'y rendre. Donc ça, c'était j'avais dessiné 2 pages et on a décidé d'aller nous-mêmes sur New York où on était hébergé par notre ami Alex Alice, donc l'auteur du Château des Étoiles, qui habitait là-bas encore à ce moment-là. Et il nous a fait visiter tous les coins de New York qui n'avaient pas beaucoup bougé depuis les années 40. Et puis bien sûr, il nous a amenés au pont de Brooklyn, pont de Manhattan, des lieux très importants dans notre album. Et effectivement, là, j'ai découvert le vrai New York et j'ai été assez étonné de voir que ça ne correspondait pas du tout à l'image que je m'en faisais à travers les films et les séries télé américaines, quoi. J'ai été surpris déjà par la bonne ambiance, enfin les bonnes ondes qu'il y a dans cette ville. On s'y sent bien tout de suite. Et j'en avais une image d'une ville assez moderne, froide. L'image des quartiers d'affaires qu'on voit beaucoup dans les films. Et dès qu'on sort un petit peu de ces quartiers-là très touristiques, on tombe sur un New York on a l'impression que depuis les années 40, ça n'a pas été rénové, que la voirie est la même. Donc la voirie n'est pas en très bon état, les trottoirs non plus, il y a des poubelles partout, il y a des endroits où c'est un état de vétusté assez alarmant, je trouve, moi. Et puis oui, il y a ces vieilles bouches d'aération qui font sortir de la vapeur. Dès que le soir tombe, on la voit très très bien. Ça fait une ambiance vraiment très étrange, à la limite du fantastique. Et c'est vraiment ce ressenti-là que moi j'ai eu sur place, que j'ai voulu retranscrire dans l'album. C'est un beau compliment parce que c'est exactement au début du projet avec Richard quand on discutait de l'esthétisme. Donc oui, lui effectivement, alors, Orwell, Verne, mais aussi une influence qui est très présente chez Richard, c'est Wells, H.G. Wells, qui est un écrivain pour lequel il voue une admiration depuis qu'il est tout gamin.
Voilà. Et oui, oui, alors, l'esthétique de Jacob, c'est venu très vite dans nos discussions, parce que c'est un auteur qui nous a marqué, et Richard et moi, quand on était tout gamin, euh, de par les thèmes qu'il abordait, et puis aussi effectivement par l'esthétique visuelle qu'il met dans ses albums, qui est très très forte, mine de rien, ce que fait Jacobs. Ouais, ouais, c'est très très fort, et on est tous les deux très admiratifs de ça. Alors oui, pour la couverture, euh, donc on a décidé assez vite de représenter les deux personnages principaux, donc Travis et sa mère, et puis de mettre en fond New York, qui était survolé par une nuée de robots japonais. Alors j'ai fait quelques essais d'abord de dessin, mais j'arrivais pas à rendre l'image suffisamment lisible et suffisamment forte. Et alors à un moment on s'est dit, bon, peut-être qu'on n'a pas la bonne direction graphique, et on s'est réorienté par les affiches de science-fiction des années 30-40. Et, et pour rendre cette nuée de robots impressionnante et à la fois lisible, on s'est dit, mais quelqu'un qui faisait très très bien ça, c'est voilà, Jacobs dans cette couverture de l'énigme de l'Atlantide. Il avait parfaitement réussi ça. Donc oui, ça a été une de nos références visuelles au moment de la conception de la couverture. Oui, alors pas forcément pour le placement de caméra, mais oui, en tout cas, je bosse beaucoup on va dire, ce qui serait l'équivalent au cinéma de la direction d'acteur. Donc j'essaie c'est plus au niveau des attitudes. Et c'est vrai qu'un gamin ne bouge pas comme un adulte. Donc il faut trouver des poses qui soient celles qu'on attend d'un enfant de cet âge-là. Et ouais, ça j'ai beaucoup travaillé, mais pas que là-dessus. Pour chacun de mes personnages, j'essaie de faire en sorte que le sentiment qui se dégage de la case où il est représenté corresponde vraiment à l'émotion qu'il doit véhiculer. Voilà, donc ça, c'est un des points de mon travail sur lesquels je mets beaucoup d'efforts. Alors après, j'espère que c'est payant, mais ça, c'est pas à moi de le dire. Voilà. Voilà, de l'acting. Oui, oui. C'est très important, hein, ça, parce que il y a beaucoup de... Enfin, moi, en tant que lecteur, il y a beaucoup de fois où je décroche du récit qu'on me raconte, parce que justement, les personnages peuvent être très bien dessinés, mais ne correspondent... Enfin, on a l'impression qu'ils ne sont pas à ce qu'ils font ou à ce qu'ils disent. Enfin, en tout cas, leur langage corporel ne correspond pas, à mes yeux, à ce qui devrait dégager. Enfin, j'ai l'impression que les personnages jouent mal, en gros. Souvent. Je sais à peu près dans les grandes lignes où va le récit, mais il se réserve beaucoup de marge, beaucoup d'idées dont il ne me parle pas, et que je découvre moi-même à la lecture du scénario. Il tient beaucoup à ça, à ce que moi-même je reste lecteur et à ce que je puisse être surpris par ses propositions scénaristiques. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses, d'éléments dans les tomes. Par exemple, je travaille sur le tome 2, que je découvre moi-même quand je reçois les pages de scénario. Ah, et ben il aime bien voir si son effet de scénario marche. Et comme je suis son premier lecteur, il voit ma réaction. Il voit que si je lui dis ah ouais, ah oui, c'est bien vu, voilà, s'il y a cette réaction-là, il estime que son effet narratif est le bon. Non, oui, oui, on travaille tous les deux beaucoup cette étape-là de la mise en scène. C'est-à-dire que lui, il me livre le scénario donc écrit, donc avec la technique des scénaristes qui livrent un manuscrit de leur page de scénario. Donc à gauche, en général, il y a une description assez sommaire de ce que doit représenter le dessin en question, et puis à droite, il y a la partie dialogue. Donc, et en plus de ça, il me livre une sorte de storyboard où comme il est aussi dessinateur, il arrive à indiquer à peu près quel type de vue il aimerait pour telle image. Si c'est plutôt une contre-plongée, plutôt une plongée, plutôt un plan large, un plan moyen. Voilà, il me livre ça, et libre à moi ensuite de, à partir de sa proposition, lui proposer autre chose. Hein. Si j'estime que j'ai une meilleure solution, je peux agencer les cases ou lui faire des propositions de cadrage différents. Donc je lui fais à mon tour une sorte de storyboard, mais plus poussé que ce qu'il peut faire lui. Je lui envoie, et s'il a des éventuelles remarques, on en rediscute, je retravaille. Et alors après, une fois qu'on est d'accord là-dessus, il me fait confiance pour la finalisation de la page, où là, dès que j'attaque, moi, ce qu'on appelle le dessin final, quoi, la mise en place des personnages, des décors, l'ancrage,
là-dessus, il me fait totalement confiance et là, c'est ma partie à moi. Et je lui envoie la page finie une fois qu'elle est faite. Et ensuite, lui fait les couleurs une fois. Là, le tome 1, toutes les couleurs ont été faites une fois que les 46 pages ont été bouclées. Et pour les couleurs, voilà, en général, oui, c'est Richard qui a fait les couleurs. En général, là, alors pour le tome 1, on était, pour beaucoup de pages, on était tous les deux en conférence Skype, il faisait un partage d'écran et je voyais quasiment en direct la page se faire en couleur. Et je pouvais intervenir, lui dire « Ah non, non, cette ambiance-là, moi je la verrais plutôt plus claire, plus sombre, plus froide, plus chaude. » Et voilà, on travaillait vraiment presque même main dans la main, au jour le jour, à l'avancée des couleurs.